Bonjour, bienvenue dans ce cours dont l'objectif est de vous présenter les aspects fondamentaux qui vous permettront de développer une application avec le framework Symfony 3. Dans cette brève partie introductive, je commencerai par me présenter et puis ensuite je vous dirai pourquoi je considère que Symfony est un outil intéressant, voire devenu quasiment incontournable dans l'univers PHP. Et puis nous verrons que Symfony 3 est sorti très récemment puisque nous sommes en mars 2016 et la question se pose encore de savoir s'il faut adopter Symfony 3 ou rester pour l'instant avec Symfony 2. J'expliquerai en quelques mots quels sont les objectifs de ce cours et quel est le plan que nous suivrons, quelles sont les différentes parties que nous allons étudier tout au long de ce cours. Et puis je présenterai brièvement une petite application qui me servira à implémenter les différents exemples pour présenter les fonctionnalités de l'environnement Symfony. Et enfin, je dirai qui, à mon sens, peut être intéressé par cette formation et quels sont les prérequis que vous devrez avoir pour comprendre tout ce dont nous allons parler. Mais pour commencer, qui suis-je ? Mon nom est Michel Cadenne et je suis développeur et architecte d'information indépendant depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et je fais principalement des applications web et évidemment comme développeur web j'ai fait beaucoup de PHP, mais je me suis intéressé aussi à d'autres langages comme JavaScript, Python, voire des choses un petit peu moins mainstream comme Scala, Haskell ou parmi mes favoris des langages comme Lisp ou Scheme. Cela est sans doute dû à mon parcours. Je viens d'une filière intelligence artificielle et gestion des connaissances et j'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour ces domaines, ce qui m'a conduit à m'intéresser depuis quelques années aux questions de web sémantique dont je pense qu'elles ont un bel avenir. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez quelques profils pour me retrouver sur le web. Alors, pourquoi Symfony ? Eh bien, la première chose à considérer est que PHP est la lingua franca du web, c'est-à-dire quasiment le langage universel à partir duquel, si je ne m'abuse, à peu près 75%, les trois quarts des sites ou des applications web sont construits à l'heure actuelle. Et donc, il n'est pas négligeable, naturellement, de s'intéresser aux outils qui permettent de travailler au-dessus de PHP. Symfony 2 a été, à mon avis, le premier framework vraiment moderne pour PHP, celui qui a notamment regardé au-delà de PHP pour voir quelles étaient les pratiques dans d'autres langages. Et c'est, à mon sens, le premier environnement qui a offert une vision architecturale vraiment claire des applications, c'est-à-dire non seulement un cadre MVC comme à peu près partout dans les applications web, mais aussi des outils d'administration des applications, une utilisation des design patterns vraiment intéressante et une orientation plutôt vers la production d'applications efficaces plutôt que vers le codage et le développement. Symfony est aussi assez original en ce sens que c'est plutôt une boîte à outils, que ça n'a donc rien à voir avec un CMS et qu'il est possible de construire des applications qui utilisent des parties de cette boîte à outils et pas seulement Symfony dans son ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait bon nombre d'applications PHP qui se sont converties au cours des dernières années à Symfony. Des applications assez récentes comme Laravel par exemple, des applications je dirais historiques comme PHPBB, le gestionnaire de forum, ou Piwik, l'outil de statistique, et de manière plus surprenante, des outils dont la philosophie paraît très éloignée du MVC et de Symfony, comme par exemple Drupal 8. Il y a donc des chances que, quel que soit l'outil avec lequel vous travaillerez dans les années à venir au-dessus de PHP, cet outil utilise des fragments de Symfony. Enfin, Symfony est intéressant de mon point de vue, en ce sens qu'il encourage les bonnes pratiques, voire même
je dirais qu'il force dans un certain sens les bonnes pratiques et que c'est un outil qui favorise les pratiques d'équipe et qui permet de bien délimiter et de bien répartir le travail entre les différents membres d'une équipe pluridisciplinaire. Puisque nous sommes en mars 2016, date de l'enregistrement de ce cours, la question se pose encore de savoir s'il faut passer à Symfony 3 immédiatement ou plutôt conserver Symfony 2, sachant que les versions à support de long terme actuelles sont bien les versions 2.7 et 2.8. Je dirais que de ce point de vue, la philosophie de Sensiolabs, depuis les débuts de la version 2, a toujours été de maintenir à l'intérieur du code source de Symfony les fonctionnalités qui étaient devenues obsolètes. Cela a permis à du code écrit il y a quelques années de continuer à fonctionner tout en permettant la mise à jour du noyau de Symfony. La grande ambition de la version 3.0 a donc été de nettoyer complètement le code source de Symfony pour enlever tout ce qui était devenu obsolète. Le risque que vous courez en adoptant Symfony 3 est donc d'avoir une partie de votre code, s'il est ancien, qui ne fonctionnera plus avec la nouvelle version du framework. Néanmoins, si votre objectif est de construire une application à partir de zéro, eh bien, il n'y a aucune contre-indication, à mon avis, à adopter immédiatement la version 3.0 dont le code ne risque pas de souffrir d'un manque de stabilité. Les fonctionnalités nouvelles sont en fait très rares et quasiment à la marge du système. Néanmoins, la version 3.0 ne sera pas à support de long terme puisqu'elle deviendra obsolète au milieu de l'année 2016 et qu'il faudra attendre encore un bon moment la version 3.4 pour avoir une version LTS. Par conséquent, entre l'état d'aujourd'hui et la version 3.4 qui viendra dans de nombreux mois, il y a des chances que Symfony introduise en revanche de nouvelles fonctionnalités, mais si la politique suivie ne change pas, les différentes versions du code devraient continuer à cohabiter au sein du code source. Quels sont les objectifs de ce cours? Eh bien, je vous expliquerai les fondements de l'architecture d'une application dans l'environnement Symfony et à la fin de ce cours, vous aurez tous les outils qui vous permettront de construire une application, même si nous n'aurons pas eu le temps encore de voir un certain nombre d'aspects avancés de Symfony. Ceci nous conduira à découvrir les composants principaux de Symfony, à comprendre le cycle d'exécution d'une requête, à voir comment organiser son code de manière à suivre les bonnes pratiques et les préceptes de Symfony de manière à ce que le code reste lisible et maintenable. Nous verrons donc quelles sont les bonnes pratiques prônées par Symfony, en plus de celles qui sont maintenant publiées par les différents acteurs de l'univers PHP en général. Et enfin, nous verrons les contraintes qui ont fait que Symfony 2 n'a fonctionné qu'avec des versions de PHP supérieures à 5.3 et que Symfony 3 n'acceptera que des versions de PHP supérieures à la 5.6, dirons-nous. Ce premier cours s'inscrira dans tout un cycle au cours duquel j'essaierai d'aborder tous les aspects de Symfony, des plus fondamentaux et des plus directement appliqués comme nous allons le voir cette fois-ci, construire des applications simples avec Symfony, jusqu'aux aspects les plus profonds de l'architecture et des API du système. Dans un deuxième cours, nous verrons un certain nombre d'aspects avancés de Symfony, notamment tout ce qui concerne la gestion des utilisateurs et la sécurité, que nous n'aurons pas le temps d'aborder cette fois-ci. Et puis, une fois l'ensemble des fonctionnalités de Symfony vraiment bien étudiées, je parlerai de choses un petit peu plus architecturales, comme l'utilisation des design patterns dans Symfony et comment on peut en profiter pour écrire du code efficace, du code que l'on peut distribuer
et comment cela permet de profiter de toutes les ressources des nombreux bundles, des nombreuses bibliothèques tierces que l'on trouve maintenant sur les réseaux pour Symfony. Et puis je reviendrai sur les API et les composants de Symfony pour voir comment, au-delà des applications simples qu'on peut créer, on peut tirer parti des ressources de l'environnement, et notamment pour créer des applications qui sont basées sur des fragments de Symfony, et non pas sur le framework dans sa totalité. Et enfin, pour résumer tout cela, je consacrerai un cours à une étude de cas d'un logiciel particulier, et je m'intéresserai vraisemblablement à Sonata, qui a été un projet de CMS construit au-dessus de Symfony et qui met en œuvre un grand nombre de procédés architecturaux spécifiques à Symfony. Pour terminer tout ce cycle et être vraiment complet avec Symfony, je parlerai d'un outil sans doute un peu moins connu, qui est un rejeton de Symfony qui s'appelle Silex et qui permet de construire des applications légères avec la même philosophie et la même orientation que Symfony. Dans ce premier cours, une fois cette brève présentation achevée, je commencerai par revenir sur quelques aspects avancés de PHP, le système des classes notamment, mais aussi les initiatives pour normaliser et publier des bonnes pratiques sur l'écriture du code PHP, ce qu'on appelle PSR. Ensuite, je parlerai de Composer, qui s'est imposé comme l'outil de gestion de packages et de dépendances pour PHP. Et ensuite, nous entrerons de plein pied dans Symfony. Une partie pour voir la prise en main, l'installation, l'exploration de l'arborescence des dossiers, savoir où mettre les différentes choses, où est le répertoire public de l'application, les dossiers de configuration, et ainsi de suite. Et puis nous rentrerons alors dans l'architecture applicative de cet environnement, et notamment les unités fonctionnelles qui, dans Symfony, s'appellent les bundles. Dans d'autres systèmes, on appelle ça des modules, dans Drupal par exemple, où il y a d'autres termes. Mais les bundles sont des unités qui ont toutes les ressources, et les ressources MVC notamment, pour être autonomes et qui seront aptes à mettre en œuvre toute une logique métier liée à votre application. L'architecture MVC elle-même nous conduira à étudier tout le système de routage de Symfony, la question des contrôleurs, comment créer des vues avec le moteur de template Twig, et toute la gestion des formulaires qui est très élaborée dans Symfony. Et puis le M de MVC, ce sera une grosse partie, le modèle, notamment avec toute l'étude de l'ORM Doctrine, qui est un outil assez dense, qui est favorisé par Symfony et qui permet de lier entre elles de manière assez transparente à la fois la représentation objet que l'on utilise dans PHP et la représentation relationnelle qui est utilisée dans les bases de données comme MySQL, même si Symfony permet évidemment d'utiliser des bases de données non SQL. Et puis pour terminer ce panorama des outils de base de Symfony, je parlerai des services qui sont des outils très intéressants pour modulariser son code et créer des dépendances entre divers modules logiciels. Et nous verrons à ce stade comment Symfony nous aura guidés dans la fragmentation de notre code pour mettre chaque élément de code dans l'endroit où il sera le plus efficace. Enfin, après avoir vu tout cela, eh bien, je ferai une petite conclusion pour récapituler tous les points que nous aurons vus et je vous laisserai ensuite jouer avec le code source de l'application. Cette application, qui nous servira de fil rouge tout au long du cours, je l'ai choisi d'un modèle extrêmement courant, mais à la fois très pratique, puisqu'il s'agira de gérer une médiathèque. C'est un exemple intéressant en ce sens qu'il nous oblige à avoir un modèle assez riche. Une médiathèque gère différents types de documents. Nous aurons donc des hiérarchies de classes.
Nous aurons des documents, des utilisateurs, des emprunts, des événements, des liaisons entre toutes ces entités, ce qui nous permettra de voir comment Symfony permet de représenter toute la richesse du modèle conceptuel. Nous aurons besoin d'une interface publique et d'une interface d'administration, de formats de présentation divers, HTML, JSON ou autres. Nous aurons des scénarios d'utilisation variés, des assistants nécessaires pour les différentes tâches de la réalisation de notre application. Nous aurons besoin de valider des informations qui sont transmises par les utilisateurs dans les formulaires. Et enfin, si nous voulons une application relativement réaliste, nous aurons besoin d'une politique d'URL pour les moteurs de recherche en particulier. Alors, avant de commencer, à qui s'adresse cette formation? À mon avis, évidemment, elle s'adresse en premier lieu aux développeurs et aux développeurs PHP qui ont envie de connaître un outil qui est en passe de devenir standard, aux développeurs qui ont envie de réfléchir à une meilleure structuration de leur code et aux bonnes pratiques de la programmation, et puis je dirais même aux développeurs non PHP, Python ou autres, qui ont envie de connaître un outil qui finalement se rapproche dans la philosophie d'un certain nombre de choses que l'on voit dans ces langages depuis maintenant assez longtemps. Cette formation peut s'adresser également aux architectes car Symfony est vraiment un outil orienté vers la production d'applications et qui possède tout un tas d'outils pour automatiser tout ce qui peut l'être. Création des bases de données, engendrement de squelettes de classes. Beaucoup de choses n'ont pas à être écrites ou alors être écrites de manière extrêmement déclarative et extrêmement concise. Donc Symfony va plutôt encourager la réflexion et la modélisation. Et je dirais que la principale tâche d'une équipe qui veut s'engager dans un projet Symfony est d'abord d'avoir un bon modèle conceptuel. Une fois que l'on a ça, on a déjà une grande partie du travail qui est réalisée. Les architectes d'information pourront donc être intéressés par cela, mais aussi les architectes logiciels, puisque nous avons la possibilité d'utiliser séparément les différents composants du framework et de recomposer des applications sur de nouvelles bases architecturales. Enfin, ce cours s'adresse aussi, naturellement, aux chefs de projet et en particulier aux chefs de projet techniques qui pourront en tirer parti pour mieux organiser la répartition des tâches à l'intérieur d'équipes pluridisciplinaires. Si vous voulez vraiment tirer profit de cette formation, eh bien, il vous faudra quand même une bonne pratique de PHP car je n'aurai pas le temps de revenir sur les fondements de la programmation, mais je pense que le code que nous utiliserons ne sera pas vraiment extrêmement sophistiqué. Par contre, naturellement, vous aurez à avoir une bonne connaissance des bases de la programmation objet, même si je réexpliquerai en quelques mots les bases des classes dans PHP. Et puis, comme nous repartirons de zéro, il vous faudra naturellement configurer un serveur web. Donc, soit vous aurez un serveur quelque part, un VPS ou autre, distant, et que vous aurez configuré pour que cela fonctionne. Soit il vous faudra installer sur une machine locale un environnement virtuel comme XAMPP, WAMP ou autre. Et voilà, nous sommes prêts maintenant pour entamer ce cours. Et dans le chapitre qui va suivre immédiatement, je commencerai par revenir sur quelques aspects avancés des classes de PHP et quelques réflexions sur PHP en général, notamment l'initiative PSR. À bientôt donc et bonne écoute.